Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui un des exemples les plus fascinants de l'hydraulique fluviale. C'est le sort d'une des plus grandes rivières d'Europe, le Rhin. Nous allons voir d'abord quelle est la physionomie générale de cette rivière et de l'importance qu'elle peut avoir sur le plan économique, entre autres. Ensuite, nous allons décrire les différents travaux que le Rhin a subi au XIXe siècle, surtout pour améliorer la navigation, et nous allons essayer de comprendre l'échec de ces travaux. Présentons d'abord, de manière générale, cette grande rivière qu'est le Rhin. Le Rhin qui trouve sa source dans les Alpes suisses, qui sert de frontière entre la Suisse et l'Allemagne, avec entre autres le lac de Constance, puis de frontière entre la France et l'Allemagne, puis le Rhin devient uniquement allemand, et puis il entre aux Pays-Bas, entre autres pour passer par le grand port de Rotterdam. La longueur du Rhin est assez importante, donc 1200 km, ce n'est pas le plus long d'Europe, mais c'est en tout cas un des plus longs. Le bassin versant, 200 000 km², à peu près 40%, un peu moins de 40% de la superficie de la France, et le débit moyen à l'embouchure de l'ordre de 2300 m3 par seconde. Ce n'est pas non plus le fleuve avec le plus gros débit en Europe, mais c'est tout de même un débit assez important, d'autant plus qu'il est régulier. Du coup, le Rhin est navigable. Il est navigable sur 883 km, donc c'est considérable. Et il en fait, disons, la voie maritime avec le plus gros transport par an, 180 millions de tonnes. Vous vous rendez compte du nombre de camions que cela permet d'éviter sur les autoroutes. Nous allons plus spécifiquement nous intéresser à la partie du Rhin qui a fait l'objet du plus grand nombre de travaux. C'est ce qu'on appelle le Rhin supérieur, entre Bâle et Mayence. Et entre Bâle et Mayence, nous avons à peu près 300 km de longueur. Une moitié de cette longueur, c'est la frontière entre la France et l'Allemagne, et puis le restant est purement allemand. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, dans les années 1800, en fait, le Rhin avait un tracé assez irrégulier. Si bien que la navigation qui existait déjà à cette époque était limitée en gabarit et limitée aussi en saison de navigabilité. En plus, la rivière présentait de nombreuses inondations. Comme elle était très irrégulière et sinueuse, elle occupait beaucoup de terrain, ce qui était une perte de terrains agricoles. Et ces terrains étaient tantôt immergés, tantôt émergés, si bien que finalement c'était plutôt des marais malsains qu'un beau paysage. Et au XIXe siècle, on a commencé à essayer de résoudre, entre guillemets, les problèmes du Rhin. À l'amont du tronçon du Rhin supérieur, c'est-à-dire entre Bâle et Maxau, c'était surtout un lit en tresse, avec de nombreux bras, des îles. Et à l'aval de Maxau, jusqu'à Mayence, c'était plutôt des méandres. Et donc, l'idée de corriger l'une et l'autre de ces anomalies, entre guillemets, pour améliorer la navigation. Et d'énormes travaux ont été entrepris, avec les moyens de l'époque, de 1817 à 1865, surtout par un ingénieur allemand dont le nom est resté célèbre, Toula, pour opérer la rectification du Rhin en vue d'améliorer la navigation, de lutter contre les inondations, de récupérer du terrain pour l'agriculture et d'assainir la région en diminuant le nombre d'endroits où il y avait des eaux stagnantes. Et on voit que le nouveau profil du Rhin en 1900 est tout à fait différent. Les tresses ont disparu, les méandres ont disparu en bonne partie, mais en fait, au lieu d'améliorer la navigation, ces mesures ont complètement détérioré les conditions de navigation, si bien que dès la fin des travaux,
Le port de Bâle, par exemple, était devenu pratiquement inaccessible depuis la mer. Si bien qu'on est passé dans une troisième phase. Au XXe siècle, on a construit d'abord des canaux latéraux qui doublaient en quelque sorte le Rhin qui était devenu inutilisable, et on a aussi commencé à construire des barrages pour canaliser le Rhin, pour réparer, disons, les erreurs du passé, pour autant que ce soit possible. Alors nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Première chose, c'est la partie à l'amont, la partie en tresse. Et là, ce que l'on a essayé de faire, c'est justement de couper tous les bras, de réduire les îles, et de finalement augmenter la pente moyenne de la rivière, puisqu'elle serait plus courte. Ici, on a une idée du paysage au début du XIXe siècle, avant les travaux. On se rend compte qu'évidemment, pour la navigation, c'est pas idéal, même si pour le paysage, le coup d'œil est joli. Et on se trouve avec ce genre de configuration. Les parties jaunes, c'est plutôt du sable qui est immergé souvent, et puis les parties vertes, c'est plutôt de la végétation qui est immergée moins souvent. Et l'idée, c'était de tracer à travers ces tresses, de faire un tracé plus ou moins régulier avec des méandres. Vous voyez ici l'esquisse de ce tracé, et ça devient finalement le bief navigable, au point même qu'on lui donne les différents points kilométriques qui correspondent au Rhin rectifié. Et cette, disons, configuration, c'est quelque chose dont on retrouve un peu la trace même de nos jours. Donc si on regarde sur Google Earth, à peu près à l'endroit du dessin, on voit quelques traces des anciennes îles et des anciens bras du Rhin. Puis à côté, il y a le Grand Canal d'Alsace, ça je vais en parler plus tard, qui est venu s'ajouter et modifier encore davantage le paysage. On a simplement coupé tout ce qui était en dehors du chenal principal, et ici on voit encore la trace de nos jours de digues qui ont été construites de façon à réduire le Rhin à un lit unique. Quel a été le résultat de tous ces travaux ? Si on observe trois échelles, Chalampé, Brisac, Rhinaud, qui sont trois échelles dans les premiers 50 km des travaux, on voit que ces trois échelles varient de manière très importante. Ce qui est dessiné chaque fois en ordonnée, c'est la lecture que l'on pouvait faire sur l'échelle. Que voit-on ? L'échelle le plus à l'amont, la plus proche de Bâle, à Chalampé, on voit que d'une cote 8, on arrive à une cote à peu près 1 mètre de nos jours. Mais dès le début, on voyait qu'on perdait, tous les 10 ans, on pouvait perdre jusqu'à 1 mètre de fond dans le Rhin. À Brisac, on perdait aussi un petit peu d'altitude, le fond s'approfondissait, mais de manière moins spectaculaire, c'est plutôt vers la fin qu'il a commencé à s'approfondir, alors qu'à Rhinaud, le plus à l'aval du tronçon considéré, nous nous trouvons au contraire avec un dépôt. Donc le fond de la rivière monte. Il est clair que ces changements morphologiques sont quelque chose de gigantesque, qui ont en fait complètement modifié la configuration du Rhin. Et entre autres, si on regarde ce qui se passe à l'amont, près du barrage de Kems, où on a le Grand Canal d'Alsace qui trouve sa racine, et puis on a le Rhin qui est à droite, et si on regarde sur la photo, on voit dans le cercle qui est dessiné sur la photo, qu'apparaît une sorte de barre. C'est la barre d'Eystein. En fait, de quoi s'agit-il ? En fait, à cause de l'approfondissement de plusieurs mètres de cette partie-là du Rhin, une barre rocheuse qui existait depuis toujours, mais qui ne posait aucun problème puisqu'elle était enfouie sous le lit du Rhin, s'est trouvée à découvert. Et bien entendu, à ce moment-là, la navigation est devenue impossible.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a dû construire à côté du Rhin un canal de dérivation, un canal latéral qui permettait de doubler le Rhin dans cette partie qui était devenue totalement non navigable. Donc, catastrophe. Alors, on peut comprendre ça. Nous avons vu ce qui se passait quand on faisait un rétrécissement local. Et finalement, couper tous les bras du Rhin, supprimer les îles, etc., ça revient à rétrécir en moyenne la largeur de la rivière. Et que se passait-il dans ce cas-là? On avait un surhaussement de l'eau, on avait HU2 qui était supérieur à HU1, donc ça c'est une bonne chose pour la navigation. Mais par contre, on avait aussi un basculement du lit, un approfondissement à l'amont et un atterrissement, un dépôt à l'aval. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut tenter de modéliser ce phénomène. On a essayé de reprendre une sorte de rivière-canal qui a à peu près les caractéristiques que nous avons pu rassembler. On a retrouvé les différentes largeurs moyennes, donc le rétrécissement vers de l'ordre de 150 mètres par rapport à 250 mètres qui est la largeur, disons, avant les travaux. Et on a représenté, on a essayé de retrouver, entre autres à partir de documents d'époque et aussi à partir de Google Earth, de retrouver le profil en long auquel on pouvait s'attendre. Et que se passe-t-il? C'est que si au départ on a le profil que vous pouvez voir ici, au bout de 5 ans, on a effectivement ce basculement du lit. On voit que près du barrage de Kems, on a un approfondissement relativement important, c'est la lettre K. Et puis on voit par contre que pour la lettre S, par exemple, entre L et S, entre Lauterbourg et Strasbourg, mais on a au contraire un atterrissement qui est très important, un dépôt. Si on regarde ce qui s'est passé à peu près au droit de l'échelle de Chalampé, c'est-à-dire à peu près à 30 km de Bâle, on voit qu'au bout de 5 ans, on est déjà avec presque 3 mètres d'approfondissement du lit du Rhin, et donc la catastrophe était inévitable. Regardons maintenant la suite. Puisque nous avions une partie avec un lit en tresse, nous avons aussi une partie avec des méandres. Alors là, l'idée, c'était de supprimer les méandres, de les couper. Entre autres pour diminuer la longueur de la navigation et pour rendre aussi plus facile les manœuvres, puisqu'évidemment, quand ça va tout droit, c'est plus facile que quand ça tourne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on se trouve avec encore la trace de nos jours de ces différents méandres. Vous avez ici le dessin d'un certain nombre de 4 méandres. Et puis, si on regarde un peu plus en détail, la partie verte, c'est tout ce qui a été coupé, et la partie bleue, c'est le Rhin tel qu'on l'a rêvé pour améliorer la navigation. Et donc, on se rend bien compte que la longueur a fortement diminué, mais du coup, la pente aussi a fortement augmenté, puisqu'on va descendre de la même quantité sur une longueur qui a diminué. Comment faisait-on? On s'aidait de la nature. Ça, c'est la situation avant. Donc, en bleu, la rivière telle qu'elle est. Et puis, on a tracé, souvent avec des moyens très sommaires, d'ailleurs au XIXe siècle, sans rétropelle, etc., on a tracé pratiquement à la main un petit chenal. Et comme ce chenal avait une pente beaucoup plus forte que le tracé initial du Rhin, l'eau évidemment a préféré prendre la pente la plus forte. Et progressivement, elle a élargi ce chenal et elle a abandonné le méandre qui existait auparavant. Donc ça, c'est la technique qui était utilisée. Et ça marchait fort bien, mais ça va avoir des conséquences. Alors pour comprendre ces conséquences, il faut regarder le profil en long de la rivière. Vous avez ici le profil en long du Rhin, et la partie qui nous intéresse donc, c'est entre Bâle, ou entre Kems ici en l'occurrence, et Mayence.
Et vous voyez que cette partie-là présente une pente en forme d'exponentielle décroissante. Et c'est à partir de cette observation que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, que se passe-t-il? Mais si on va de l'amont vers l'aval, les grains s'usent, ils deviennent de plus en plus petits, et on peut faire l'hypothèse que la perte de poids est forcément proportionnelle au poids lui-même et au chemin parcouru, ce qui s'écrit dp égale une constante fois p dx. Si on traite cette équation et qu'on intègre dp sur p, ça nous donne un logarithme, finalement, on trouve que le poids en question va diminuer de manière exponentielle négative. P0, c'est le poids pour x est égal à 0, et nous avons que P0 est moins alpha x. Et cette observation, qu'on appelle la loi de Sternberg, est une observation qui se vérifie bien pour le Rhin. Vous avez ici un tronçon quand même de plus de 200 km, et vous voyez que sur du papier logarithmique, les diamètres s'alignent de manière raisonnable sur une droite. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, si on essaie de considérer l'équilibre d'un grain, un grain isolé, qui se trouve dans un courant avec une vitesse v, ce grain est soumis en fait à deux forces. D'une part, son poids propre. Gamma S moins gamma, pourquoi? Parce que le poids propre doit être déjaugé, il y a la force d'Archimède qui vient soulager le poids propre du grain, fois le volume du grain, pi d cube sur 6. Et puis d'autre part, la force de traînée, et la force de traînée en hydrodynamique, elle est proportionnelle à v carré sur 2g, et elle est proportionnelle à la surface offerte à l'écoulement perpendiculairement à celui-ci. Donc ici, pi d carré sur 4, la surface du cercle, et puis CD, c'est un coefficient de traînée. Supposons maintenant qu'on définisse ce qu'on appelle un coefficient de fixité. Le coefficient de fixité, c'est le rapport entre la force verte, c'est-à-dire une force qui empêche le grain de se mouvoir, et la force rouge, qui est la force qui entraîne le grain. Et donc, plus ce rapport est grand, moins le grain a de chances de se déplacer. Et si ce rapport devient plus petit que 1, le grain, par contre, va se déplacer, puisque la force de traînée va être plus grande que la contre-force de poids propre. On peut en déduire ce qu'on appelle la loi de la sixième puissance, c'est-à-dire qu'on va, de la première équation, tirer v, la valeur de la vitesse, telle que le coefficient de fixité soit constant. Donc, si Cf est constant, on voit que la vitesse en question est proportionnelle à la racine carrée d'une formule dans laquelle il y a d cube au numérateur et d carré au dénominateur, donc finalement, que la vitesse qui donne toujours le même coefficient de fixité, donc la même tendance à entraîner les grains, est proportionnelle à la racine carrée du diamètre. Et comme le poids, lui, est proportionnel au cube du diamètre, d1/2 est proportionnel à p exposant 1/6. Et donc, la vitesse d'équilibre, en quelque sorte, dans la rivière, va varier comme le poids des grains exposant 1/6. Or, nous avons vu que ces grains s'usaient. La vitesse était proportionnelle à P exposant 1/6, mais P lui-même varie en E moins alpha x. Et donc, ça nous fait dire que cette vitesse d'équilibre va varier comme E moins alpha x sur 6. Si maintenant on suppose qu'en tout point de la rivière règne un écoulement uniforme, on peut écrire l'équation de Chézy, avec le rayon hydraulique et avec la pente de fond. On peut remplacer le rayon hydraulique par la profondeur avec des hypothèses suffisantes sur la largeur de la rivière. Quant à la pente de fond, si on appelle Z0 le niveau du lit de la rivière, moins dz0 dx, c'est la pente de fond. Si maintenant on remplace h par
le débit divisé par L et par la vitesse. Pourquoi? Parce que le débit est égal à L fois V fois H. À ce moment-là, on obtient l'équation que vous avez sous les yeux. Du coup, on peut déduire de cette équation la valeur de la pente, de dz0 dx. Et on trouve bien sûr que l'équation qui va en sortir nous donne une proportionnalité au cube de la vitesse et à quelque chose que l'on va considérer comme constant, dépendant du coefficient de Chézy et du débit par unité de largeur. Du coup, on a que dz0 dt est proportionnel à v cube, et donc proportionnel, en se rapportant à l'équation qui se trouve au-dessus, à p0 au cube et moins alpha x sur 2. On a dz dx dans le premier membre, on a une fonction de x dans le second membre, et donc on peut intégrer cette équation, et on va tout simplement trouver que z0, donc le niveau du fond de la rivière, est égal au niveau du fond de la rivière pour x est égal à 0, multiplié par e moins alpha x sur 2. Et en fait, c'est ce genre d'équation-là qui est vérifié entre Kempis, ou Bâle, disons, et Mayence. Donc dans la partie qui nous intéresse, on voit qu'effectivement, c'est finalement une exponentielle décroissante qui représente le profil en long de la rivière. Et puis après, c'est encore des exponentielles décroissantes, mais elles sont perturbées par le fait qu'il y a quelques grands affluents qui viennent ajouter soit un excès de débit liquide, soit un excès de débit solide, et qui modifient évidemment l'équilibre. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Ça veut dire que la rivière est raccourcie et qu'elle a au départ un profil en exponentielle décroissante. Et donc on suppose ici le profil ABCDE, qui est une exponentielle décroissante sur 400 km de longueur. Et puis on va supposer qu'entre B et D, on va créer des coupures de méandres, qui font que la longueur entre B et D va diminuer de 100 km. Alors au début, qu'est-ce que ça change sur le dessin? Ça ne change rien en altitude. La seule chose, c'est que comme la rivière a perdu 100 km, on va simplement déplacer le DE initial, on va le rapprocher de 100 km de l'amont. Et du coup, on a le profil A, B, D', E', avec évidemment BD, une forte pente, c'est normal, puisqu'on a très fortement raccourci ce tronçon-là, et qui doit prendre sur une distance beaucoup plus courte l'entièreté de la différence de niveau. Alors, ce profil ne peut pas être stable. Là, la rivière n'a plus son exponentielle décroissante. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on suppose que le point E' est fixe, elle va retracer exactement l'exponentielle décroissante initiale. La seule chose, c'est qu'elle va descendre ce profil de telle manière à ce qu'à l'aval, il rejoigne E', qui devient donc E seconde. Et donc, en pratique, si on regarde près du méandre, on voit que B est descendu vers la situation B seconde et D est monté vers la situation D seconde. En d'autres termes, la pente BD, assez forte, est devenue moins forte, elle est devenue B seconde, D seconde, et nous avons un basculement du lit. Et c'est un basculement du lit qui est finalement tout à fait semblable à celui provoqué par le rétrécissement. Donc, cause différente, mais effet similaire au rétrécissement observé dans la partie la plus à l'amont. Et on peut montrer cela. On a ici à l'amont, disons à Maxo, on a des débits qui ont été enregistrés, on a 3348 jours d'enregistrement, un peu plus que 9 années, et on va introduire ces débits donc observés récemment dans le Rhin tel qu'il était à l'époque. On évalue les largeurs à partir de Google Earth,
Et on a ici la situation initiale. Et on fait entrer dans ce modèle le débit solide qu'on a calculé à l'aval du modèle précédent, le modèle Bâle-Maxo. Ça, c'est la situation initiale. Et ceci, c'est la situation après 3348 jours, donc un peu plus que 9 années. Que constate-t-on? Alors, en bleu, on a toute une plage de lignes d'eau, tout simplement, parce que le débit variant, forcément, la ligne d'eau, elle varie aussi. Mais par contre, on voit que le fond, lui, n'a pas bougé. Ce qui veut dire que toutes les conditions que nous nous sommes données, sur le diamètre des grains, sur les pentes, sur les largeurs, etc., sont des conditions relativement réalistes, puisque on retrouve un équilibre qui était l'équilibre à l'époque. Que se passe-t-il maintenant si on raccourcit la rivière pour tenir compte du fait des coupures de méandres? Donc on passe de 212 à 135 km, et simplement on l'a fait, disons, de manière homothétique, on a comprimé la rivière sur une certaine longueur. On a de nouveau la situation initiale, mais cette fois-ci du tronçon raccourci, et que constate-t-on? Cette fois-ci, on voit que les conséquences sédimentologiques sont extrêmement sérieuses. On a un approfondissement important. Ici, on a choisi de le montrer à 5 km à l'aval de Maxo. C'est à peu près, disons, l'endroit où effectivement, dans le Rhin, on a observé les plus profonds approfondissements. Et vous voyez qu'au bout de 9 années, on est déjà avec 1,60 m pratiquement d'érosion du lit du Rhin, avec un dépôt un peu plus loin. Résultat, évidemment, de tout cela, c'est que nous sommes dans la catastrophe. Tous les travaux du XIXe siècle qui étaient destinés à améliorer la navigation ont en fait détruit cette navigation à cause des changements de lit de la rivière qui n'avaient pas été anticipés. Seule solution, c'est la solution du XXe siècle. On va commencer à construire des barrages et à faire des dérivations. Et c'est ce qu'on a fait. On a construit le Grand Canal d'Alsace d'abord, avec 4 barrages, qui permet de bypasser la fameuse barre d'Eystein et toutes les conséquences qui en découlent. Puis on a continué à construire des barrages, d'abord avec des petites dérivations locales, et puis encore des barrages qu'on a carrément construits alors dans le lit du Rhin, ce sont les 2 derniers. Et on a donc une dizaine de barrages. Alors on pourrait dire, bon, on canalise la rivière, finalement on n'a plus de problème. Mais si, on va continuer à avoir des problèmes, parce que quand on construit un barrage, ça veut dire que le débit liquide en moyenne n'est pas arrêté, mais le débit solide, lui, il est coupé, ou coupé en grande partie. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir la rivière qui va creuser à l'amont du Bief et puis qui va déposer à l'aval du Bief. Comme le débit solide diminue, finalement, le S0 va diminuer, il va pratiquement s'annuler, enfin, il va prendre la valeur telle qu'il n'y ait plus de grains mobilisés. Et ça, dans tous les différents biefs. Et puis, il y a le dernier bief. Mais dans le dernier bief, c'est la même histoire, bien entendu. On va avoir de nouveau un basculement du lit qui est de nouveau dans le même sens que les précédents, approfondissement à l'amont et dépôt à l'aval. Et en pratique, ça conduit, c'est surtout les dépôts à l'aval qui sont ennuyeux, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un risque d'inondation qui se trouve accru, et on se trouve avec de nouveau une rivière qui est instable, au point que lors de la construction du dernier barrage, on a arrêté depuis, on n'en a pas fait d'autres, on est obligé, puisqu'on a coupé le transport solide, vous voyez que le transport solide à l'aval du barrage est plus petit qu'à l'amont du barrage, on est obligé d'apporter des sédiments, de faire ce qu'on appelle le clapage. Ce sont des bateaux spéciaux qui sont remplis de sable et de gravier et qui s'ouvrent de telle manière à laisser tomber ce sable ou ce gravier à l'aval du barrage. Et donc on a reconstruit artificiellement le débit solide qu'on a coupé avec les barrages, ce qui évidemment n'est pas une solution
extrêmement durable, finalement doit faire artificiellement ce que la rivière faisait de manière naturelle auparavant. Et donc on peut dire que l'histoire n'est probablement pas finie. Que conclure de tout ça? En fait, le Rhin est un exemple assez extraordinaire de travaux qui ont été faits de bonne foi, de bonne volonté, mais pour lesquels certains principes d'hydraulique fluviale n'étaient pas véritablement maîtrisés, n'étaient pas connus. Et donc, nous devons essayer d'en tirer une leçon et de dire que, puisque nous avons de meilleures connaissances en hydraulique fluviale que nos prédécesseurs, nous essaierons de faire moins d'erreurs qu'eux. C'est tout ce que je vous souhaite. Au revoir.